ici on est dans un site Natura 2000, donc un site qui est d'intérêt européen, et le marais de l'Anglade lui-même est un espace privilégié de ce site. Le marais a été abandonné, les pratiques dans ce marais ont été abandonnées, ce qui fait que la végétation a évolué. Le cladium qui est normal dans cet habitat est devenu complètement dominant. Il n'y a pratiquement plus que ça, et les espèces végétales très rares qui se trouvaient à l'intérieur, en accompagnement, ont commencé à régresser, voire à disparaître. Depuis 1998, tout le travail a consisté à convaincre les personnes qui habitaient autour, les riverains, les usagers, les propriétaires, de rentrer dans le programme de restauration. Ce qui me plaisait dans le projet de Mademoiselle Champion, c'était de revoir ce marais un petit peu comme il était autrefois, c'est-à-dire pas le voir devenir un bois. Bien évidemment, j'ai trouvé que c'était très important de pouvoir retrouver l'état naturel de ce marais. La Fédération de pêche a saisi l'arrivée de Natura 2000 sur son territoire comme une véritable opportunité pour notre espèce phare qui est le brochet au niveau du département de la Charente. La première étape a été finalement l'acquisition de certaines parcelles afin de réouvrir le milieu et de réoffrir un potentiel de reproduction pour l'espèce brochet. En France, on va dire qu'il y a des marais alcalins, basiques, et les marais acides. Et en fait, ici, on est sur un marais plutôt alcalin, donc qui est plutôt assez rare dans la région et au niveau français. Donc c'est pour ça qu'il est classé au niveau européen comme patrimonial. Donc il y a eu des priorités de budget qui ont été fléchées sur ces sites-là par l'Union européenne, par l'État français, par les agences de l'eau aussi, parce qu'on est sur le bassin d'expansion de la Charente. Et donc on a des fonds publics pour la gestion et pour l'entretien. À l'heure actuelle, on est face à deux problématiques parallèles et liées. On a une problématique qui est liée à l'évolution de la végétation, la dynamique de végétation qui va de l'état roselière vers un état boisé. La deuxième problématique à laquelle on fait face, c'est une problématique liée à l'hydrologie du marais. C'était un marais, c'est une zone humide, c'était un marais qui restait initialement en eau pratiquement la totalité de l'année. Il se trouve que ce marais maintenant reste beaucoup moins souvent et surtout beaucoup moins longtemps en eau. La cladier tourbeuse est donc une formation végétale qui est dominée essentiellement par une plante, le marisque, Cladium mariscus en latin. C'est ce mot Cladium mariscus qui donne le nom à la formation cladier. Et localement, les gens appellent cette plante la rouche. Les paysans d'autrefois venaient couper la rouche et s'en servaient également pour couvrir leurs bâtiments, pour mettre leurs outils agricoles. Ils l'utilisaient pour faire des loges, mais aussi ils s'en servaient pour recouvrir le foin pour éviter qu'il pourrisse. Il existe un document qui est important, qui me semble-t-il est très intéressant, un document en patois et sur lequel on voit des dessins à la main, des croquis qui montrent ce qu'est une loge et puis aussi l'histoire du marais. Ces pratiques, ces usages de fauche de rouche avaient comme conséquence finalement un rajeunissement périodique de la cladier, à l'intérieur de laquelle toutes les espèces végétales rares, devenues rares et menacées, se développaient, trouvaient la place, trouvaient l'espace de se développer. Petit à petit, c'est le marisque qui est devenu la plante dominante parce que c'est une plante qui a tendance à former des colonies denses et des colonies finalement de plus en plus denses et qui ne laissent plus d'espace pour des plantes plus fragiles. Puis se met en place une deuxième phase dans l'évolution, c'est que commencent à se développer finalement des arbustes. D'abord la bourdaine, puis les saules, et puis les saules de plus en plus gros, de plus en plus importants, finissent par se rejoindre, et au final, la dernière espèce qui vient s'installer, c'est le frêne. Et si on laisse ce marais continuer à évoluer, on obtiendra au bout du compte un très beau boisement de frêne. Et la cladier est plus précieuse et plus rare. Et donc il est prioritaire de maintenir la cladier plutôt que de la laisser évoluer maintenant vers une frênée. Oui, alors on dit restaurer le marais, soit.
Restaurons, mais quand on s'est trouvé face aux premières parcelles, on s'est aperçu que ce n'était pas une mince affaire. Parce qu'on était finalement face à un océan de marisques de 68 hectares qui était devenu totalement impénétrable. Donc il a fallu finalement inventer une technique de restauration pour trouver comment s'y prendre. On est arrivé dans une masse, comme vous pouvez voir, hein, et d'où il fallait retrouver d'abord le chemin communal et ensuite les parcelles. On a essayé beaucoup de matériel. On a fini par trouver le tracteur avec un broyeur à lame, quoi. La première étape, c'est de faire intervenir un micro-tracteur équipé de pneus basse pression, donc ce qui fait qu'il n'a une portance au sol que très faible, donc ça n'abîme pas les sols. Ensuite, deuxième étape, on va venir couper les saules qui sont en train de boiser et de fermer complètement le milieu. Si les sols sont suffisamment portants, et on va privilégier l'intervention d'un débardeur à cheval pour essayer d'avoir une empreinte écologique aussi minimale que possible. Parce qu'il va y avoir tout ça à débarder, plus les 12 hectares qu'on a fait accrocher, entretenir et évacuer. À moins qu'on en fasse une partie au tracteur, une partie au chevaux. Allez, Lulu, marchez. Tout ce qui est saule et frêne, on travaille sur sa valorisation. C'est pas la peine de l'enlever du marais pour ne rien en faire. Donc on essaye là de travailler en partenariat avec des agriculteurs locaux pour en faire du BRF. C'est bois raméal fragmenté, c'est-à-dire que c'est mélangé à des sols de culture pour restaurer la qualité biologique des sols. Et nous donnons la bourdaine broyée au Crite horticole de Rochefort-sur-Mer qui, après des essais de laboratoire qui ont eu lieu fin 2009 et qui ont été très concluants, va transformer cette bourdaine en teinture végétale naturelle. On a un suivi biologique qui a été mis en place parallèlement aux travaux de restauration et d'entretien pour mesurer justement le succès des travaux qui sont conduits et éventuellement pouvoir les ajuster. Clairement, la végétation bénéficie et a bénéficié tout de suite des travaux de réouverture qui ont été conduits. Les espèces végétales ont commencé à se réinstaller. Ça nécessitera encore quelques années, sinon quelques dizaines d'années d'entretien régulier pour retrouver des faciès vraiment très riches. Mais le processus est enclenché. Il est maintenant très important de se pencher sur le volet hydrologie, c'est ce que nous n'avons pas pu faire, ni techniquement, ni financièrement, et c'est maintenant la priorité des années qui viennent, c'est travailler sur ce volet. Non seulement l'eau doit pouvoir venir sur le marais, y rester, mais il faut aussi que les connexions hydrologiques
se fasse entre le marais et la rivière pour que les échanges de population, les échanges de faune puissent se faire. Contrairement à ce qui se passait autrefois, la cuvette se remplit, les poissons vont pouvoir accéder à la cuvette, accéder au marais de l'Anglade pendant les périodes de crue, mais dès que la crue se résorbe, la cuvette reste en eau mais se trouve déconnectée de la rivière et notamment les brochets qui viennent frayer dans le marais ou qui viendraient frayer dans le marais ne peuvent plus retourner à la rivière. C'est la perte de zones comme ça qui a rendu aussi la reproduction des brochets impossible. C'est-à-dire qu'on n'a plus ces zones où on peut laisser l'eau divaguer et être rendu sur des périodes un petit peu plus sévères, de sécheresse un peu plus sévère. Donc à partir du moment où on a perdu ce fonctionnement-là, eh bien, on se retrouve avec une rivière qui va mal. Aujourd'hui, le potentiel, il est là. Ce qui nous manque le plus, finalement, c'est les hauteurs d'eau. Ici, on est sur une zone tampon, une zone éponge qui permet d'éviter ces systèmes violents de crues. Mais ça a aussi un autre effet, c'est en période estivale, où aujourd'hui, avec les aménagements qu'on a réalisés sur les rivières, on a des problèmes d'assèchement. Et le marais, quant à lui, va rendre tout au long de la saison de l'eau et donc permettre comme ça un maintien des niveaux d'eau qui soit favorable à tout milieu aquatique, que ce soit aussi bien sur les fossés qu'au niveau des rivières. Donc la restauration de l'ensemble du marais de l'Anglade, hormis l'enjeu brochet, il y a un enjeu d'écrêteur de crues, il y a un enjeu de maintien des niveaux d'eau véritablement corrects pour l'atteinte du bon état écologique. C'est un des poumons verts du bon fonctionnement de la rivière. Il y a des vestiges d'ouvrages hydrauliques, il y a les vestiges d'un fossé périphérique qui autrefois semblait fonctionner pour remplir ou pour vider le marais. Sont-ils fonctionnels? Peuvent-ils être restaurés? Ont-ils vraiment un rôle? Où placer les échelles de lecture? Où placer les piézomètres? Seule une étude pourra nous dire quels sont les lieux les plus pertinents pour le faire. Aujourd'hui, le volet de restauration de la végétation est bien engagé. C'est vrai que même s'il reste à convaincre les autres propriétaires du marais de rejoindre le programme, en gros, on dispose de tous les outils techniques, contractuels, financiers pour conduire la restauration. En revanche, c'est une restauration qui demeure palliative. Tout l'enjeu de demain, c'est la restauration du fonctionnement hydrologique du marais. Et donc, la restauration des liens de ce marais avec la rivière Seugne, des liens de ce marais avec le fleuve Charente dans lequel se jette la Seugne et plus globalement avec la totalité du bassin versant. C'est-à-dire que le marais de l'Anglade ne fonctionnera bien que si toutes les autres zones humides de la vallée de la Charente fonctionnent bien aussi et si les terres hautes, le bassin versant en lui-même, fonctionnent bien, notamment dans leur rôle de ralentissement des ruissellements des eaux de pluie, etc. Donc tout ça est un tout qui se gère globalement. Donc c'est un enjeu qui est certes entre les mains des acteurs directs du marais, mais aussi entre les mains de tous les acteurs du territoire, de l'ensemble du bassin versant, des élus et je dirais de chaque citoyen. Et c'est une urgence, parce qu'effectivement il faut restaurer vite maintenant ce marais, et c'est une urgence qui se place dans un contexte de changement climatique qu'il nous faut anticiper.